présenté ce matin le contrat nature mammifères menacés et enjeux de connaissances en Bretagne, qui est un programme sur 4 ans et que on a lancé donc en 2020, qui se terminera en 2023. Donc on remercie l'ensemble de nos financeurs que vous voyez, puis on remercie aussi la SEFPM pour le, comment dirais-je, l'organisation et la possibilité de pouvoir tenir cette présentation. Euh, alors, l'origine du projet, c'est principalement l'Atlas des mammifères et le contrat nature micro-mammifères de Bretagne. Ce sont deux programmes qui nous ont permis d'avancer beaucoup sur ces petits mammifères, que ce soit dans la répartition ou de la compréhension d'écologie de certaines espèces. Et puis tout ça, ces deux programmes nous ont aidés à travailler sur les listes rouges, notamment la liste rouge Bretagne en 2015, et dernièrement en Pays de la Loire aussi, puisque le programme s'intéresse aussi à la Loire-Atlantique, c'est la Bretagne historique. Et de ces listes rouges, on a effectivement sorti un certain nombre d'espèces de petits mammifères avec des statuts de conservation précaires, voire très précaires pour certaines. Et donc, l'objectif de ce programme, c'est principalement l'acquisition de connaissances, écologie et répartition, génétique des populations, travailler sur des protocoles et méthodes de détection, les premiers éléments aussi sur l'état des populations et les premières actions conservatoires. Les espèces cibles, alors on a 6 espèces, mais véritablement 4 espèces de petits mammifères. La première, donc c'est le laireau, le muscardin, la crocodile et le campagnol amphibie, donc on va détailler tout de suite. Il y a 2 autres espèces dont je ne parlerai pas ce matin, qui sont l'hermine et le putois d'Europe, qui sont aussi intégrés et qui ont soit des statuts inconnus avec peu de données sur les listes rouges. Alors la première espèce, il s'agit donc du muscardin, et en fait c'est une espèce qui est classée quasi menacée en Bretagne et vulnérable sur la liste rouge Pays de la Loire. C'est une espèce qui présente une répartition principalement sur le nord de la région, le nord et l'est de la région, avec un certain nombre d'isolats qui se dessinent, notamment sur la région de Morlaix. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais je pense que oui. Donc sur ce secteur-là, on a aussi un petit isolat là, dans le pays de Guingamp. Et puis globalement, un gros noyau de population centrale qui semble encore connecté, bien que c'est une espèce qui est très sensible aux fragmentations de ses habitats, et avec un fin bandeau qui semble connecter les populations, notamment aux populations de Loire-Atlantique et de l'Est de la Bretagne. Alors, cette espèce, on a décidé de travailler principalement sur la génétique des populations et notamment essayer de valider ces hypothèses d'isolat, parce que malgré les travaux de terrain, les recherches d'indices de présence, eh ben, on a du mal à connecter tous ces petits noyaux là qu'on peut avoir notamment sur le nord-ouest de la région. Et puis avoir un aperçu de l'état des populations et notamment du niveau de fragmentation de ces populations. Et donc pour ça, on a équipé 6 sites à travers la Bretagne d'un certain nombre de dispositifs, donc notamment en forêt domaniale du Helgoat, 2 sites là, dans les Côtes d'Armor et Morbihan, et puis forêt domaniale ou des espaces naturels sensibles sur l'est de la région. Les dispositifs sont des nest-tubes ou des nichoirs bois. Et donc pour chacun des 6 sites, nous avons une centaine de nichoirs tubes, donc ces fameux nest-tubes là qu'on voit ici en noir avec un nid de muscardin, des nichoirs bois spécialement pour les gliridés. Et l'objectif, c'est d'avoir une capture de 15 à 20 individus par site sur la durée du programme, dans l'objectif de collecter des poils avec bulbes pour faire des analyses génétiques qui sont réalisées par l'Université de Liège et nos amis Alice Mouton et Joanne Michaud, pour travailler sur cette génétique des populations.
tant que je suis sur le muscardin, je passe directement aux résultats qu'on a obtenus en 2020 avec la capture et le prélèvement sur 19 muscardins. Alors la répartition entre sites est assez inégale, mais on espère bien avoir nos 15 à 20 individus par site, avec une première analyse génétique qui a été conduite sur l'ADN mitochondrial sur 6 individus. Et l'objectif, ce n'est pas d'avoir des informations précises tout de suite sur la génétique des populations, mais déjà comparer les populations bretonnes avec les populations européennes. Et ces analyses nous ont permis, et ont notamment permis à Alice Mouton, de mettre en évidence un nouvel haplotype européen, donc, qui est ici pointé dans l'arbre phylogénétique sur la lignée 1, donc, qui correspond principalement à des individus de l'ouest de l'Europe, et dans la clade ouest européen, donc, qui regroupe des muscardins de France, hein. Il y avait déjà eu quelques prélèvements en Normandie, mais également des muscardins de Belgique et puis de Suisse. Voilà pour les premiers résultats. Alors, c'est pas étonnant qu'on ait un nouvel haplotype européen parce qu'il y a eu très peu d'analyses génétiques en France sur les muscardins. Mais voilà, c'est un résultat qui permet de compléter un petit peu toutes les connaissances sur cette espèce et sur l'arbre phylogénétique. L'autre espèce, c'est le laireau. Alors, il a un statut en données insuffisantes en Pays de la Loire. Par contre, en Bretagne, c'est notre mammifère le plus menacé. Il est classé en danger critique d'extinction et on le voit sur la carte de l'Atlas des mammifères. On a encore une belle population présente sur la Loire-Atlantique. Par contre, alors que l'espèce était encore présente au XIXe siècle, assez présente à l'ouest d'une ligne qui fait Lorient-Saint-Brieuc, à l'est plutôt d'une ligne qui fait Lorient-Saint-Brieuc, donc dans toutes ces zones-là, on ne le retrouve aujourd'hui que par données anecdotiques, notamment dans le bassin rennais ou éventuellement autour d'Auray, à l'ouest du golfe du Morbihan, où il semble y avoir une petite population qui s'est maintenue. Donc là, pareil, énormément de questions sur cette espèce. On a principalement, on a travaillé sur plusieurs axes parce qu'il y avait un intérêt à essayer de mieux détecter le laireau. La répartition, puisqu'on peut aussi s'attendre à des progrès dans la répartition de cette espèce. La génétique des populations, donc comme pour le muscardin, et un aperçu de l'état des populations pour savoir un petit peu comment ils se portent, même si pour la Bretagne, ça semble un petit peu mal embarqué, même si voilà, on aura peut-être des surprises. On a travaillé sur plusieurs méthodes de détection en 2020, une enquête auprès des particuliers et des naturalistes, de la communication réseaux sociaux et des articles, l'utilisation de pièges photographiques avec APA sur une douzaine de sites, de la repasse audio avec 33 points d'écoute d'une demi-heure. On essaye de tester un petit protocole. De la lunette vision nocturne. Et puis pareil pour la génétique des populations, c'est principalement de la collecte de poils avec bulbe ou bout d'oreille, puisque on peut arriver à récupérer un certain nombre de cadavres, notamment tués par des chats et ramener à leurs propriétaires. Donc on peut avoir un matériel génétique assez facilement utilisable. Les résultats génétiques des populations en 2020, donc on a fait 7 prélèvements uniquement, vous les voyez sur la carte, avec donc, une analyse sur 3 individus seulement. Donc c'est relativement faible, mais toujours dans l'objectif de comparer ces individus bretons avec les populations européennes. Et de nouveau, on a un nouvel haplotype européen. Et on a également mis en évidence un haplotype vendéen qui avait été identifié en Vendée il y a quelques années. Alors, chose assez intéressante, c'est que les laireaux avec haplotype vendéen sont les laireaux du Sud-Loire, qu'on a représentés ici sur cette carte, et les autres individus avec le nouvel haplotype sont des laireaux du Nord-Loire. Bon voilà, l'échantillonnage est assez faible, donc on ne peut pas conclure sur l'effet barrière de la Loire, mais bon, voilà, c'est une des hypothèses et on va travailler sur les 3 années qui nous restent pour essayer de confirmer ou non cette hypothèse. Les laireaux bretons
ce nouvel haplotype européen appartiennent au clade 5, donc c'est l'ensemble des léraux qui peuvent être présents sur le nord-ouest de l'Europe, donc Belgique, Normandie, Autriche, Allemagne. Voilà, pas de surprise de ce côté-là, mais voilà, toujours un nouvel haplotype, ce qui est intéressant. Alors, j'arrive pas à passer à l'autre diapo. Si. Pour donc les résultats méthode de détection, voilà, on a vraiment montré, donc on a conçu quelques outils. L'outil d'enquête auprès du grand public a vraiment très bien marché. C'est l'outil qui nous a amené le plus de données. La repasse audio n'a pas du tout fonctionné, même si on a vu quelques résultats dans le cadre du contrat nature micro-mammifère des années précédentes. Donc voilà, il faut peut-être qu'on change deux, trois trucs, essayer de changer les bandes sonores, peut-être qu'on a diffusé des choses qui ne convenaient pas. Et le piège photographique a plus ou moins bien fonctionné, puisqu'on on a réussi à le mettre en évidence sur 3 des 12 sites qu'on a mis en place. Et pour l'instant, la vision nocturne n'est pas très concluante en fait pour cette espèce. Bon, après, on a des populations assez faibles. La répartition, donc on a l'ensemble des carrés orange. Donc c'est des nouveaux carrés avec une progression notamment sur le gros bassin de population de Loire-Atlantique, donc avec des connexions évidentes sur le sud du département des Vilaines et sur l'est du département Morbihan. Et puis on a des données qui nous sont revenues aussi de Côte d'Armor, entre Saint-Brieuc et le Cap-Frêle, là, sur la côte du Penthièvre, ce qui nous permet d'espérer une présence un petit peu plus étendue du Léraud sur la Bretagne, alors qu'on pensait un petit peu vraiment beaucoup plus restreint à la partie est. Donc on a plusieurs méthodes de détection encore à tester. Voilà, je ne m'étale pas parce que je vois que le temps défile. Je passe tout de suite à la Crocydure leucode, qui est une espèce en danger en Pays de la Loire et vulnérable en Bretagne, avec une rétractation importante de son aire de répartition ces 20 à 30 dernières années, grâce à l'analyse des pelotes de réjection. L'objectif pour cette espèce, c'est de travailler sur les méthodes de détection, sa répartition bien évidemment, et puis l'écologie, et travailler notamment sur les habitats, puisqu'avec les pelotes de réjection, malheureusement, on a peu d'infos sur ces milieux de vie et ces milieux préférentiels. Donc la méthode de détection, c'est des tubes capteurs de poils et de fesses, grâce notamment à un partenariat avec le Grège et Pascal Fournier, et à nouveau des identifications génétiques, pareil avec un partenariat avec le Grège et l'Université de Liège. Donc on a défini un protocole sur la base de résultats d'analyse de pelote de réjection et d'un travail de carte de probabilité de présence que je vous ai mis en haut. Ça, on pourra peut-être revenir en détail dans les questions. Toujours est-il qu'on a échantillonné 2 sites cette année. Un sur Comana dans les Monts d'Arrée, ici, et un sur Bois d'Avaugour dans les Côtes d'Armor, où nous avons testé ces tubes capteurs d'indices avec des milieux de pause supposés propices, donc sur des boisements, lisières, des prairies, des milieux humides, préférentiellement exposés au nord, des milieux frais, qui semblaient ressortir un petit peu de tous les échanges qu'on a pu avoir ou la bibliographie. On a effectué 3 déploiements, donc 2 à Comana et 1 au Bois d'Avaugour, avec pour chaque déploiement 8 lignes de 20 tubes déployés pendant 2 semaines. Et donc, on a fait des relèves au bout de 2 semaines, hormis un test qu'on a fait sur un relevé intermédiaire à 1 semaine sur Comana, et avec testé différents agencements et tubes, voilà, couplés ou pas. Donc là, on voit les tubes capteurs de crottes et tubes capteurs de poils, avec du poil ici sur des finanguettes et des crottes en bas. Donc, on a réussi à détecter la présence de 5 espèces de musaraignes. Donc, la Crocydure leucode, bien sûr. Alors, enfin, bien sûr, je dis bien sûr, mais ce n'était pas gagné d'avance. La Crocydure musette, la Crossop aquatique, la musaraigne couronnée et la musaraigne pygmée. Et puis, la détection du mulot sylvestre, campagnol souterrain, campagnol roussate, la belette.
Et voilà. Et en fait, la procédure low-code n'a été détectée que sur Comana, donc 4 des 8 lignes. Et puis, donc on doit travailler sur un protocole à affiner et des nouveaux sites et milieux à tester pour les prochaines années. Voilà 2-3 photos des milieux où on a contacté l'espèce. Et puis, je devais vous parler campagnol amphibie, mais c'est une espèce pour laquelle on n'a pas encore beaucoup de résultats. C'est juste qu'on va essayer de travailler sur du radiopistage et de la CMR courant 2021 et on vous présentera ça sûrement lors de prochaines rencontres. Voilà, j'en termine et un grand merci encore à la SEFPM et à toutes les personnes qui ont permis de réaliser ces rencontres. On remercie bien sûr l'ensemble des bénévoles et qui nous ont aidés parce qu'on ne fait pas ça tout seul. L'ensemble des partenaires techniques, notamment sur la partie analyse génétique, le Grège, l'Université de Liège, Éric Petit. Nos partenaires naturalistes, l'ensemble des structures qui nous ont aidés pour les données, et puis mes collègues du GMB qui travaillent aussi sur ces travaux et qui ont permis de mettre en place toutes ces actions. Merci à vous. Alors, dans la panique, je n'ai pas allumé ma vidéo. Bonjour à tous. Le Léro occupe quel habitat? Alors, ben, c'est une bestiole qui principalement occupe les milieux boisés et les milieux anthropiques. Donc, on peut le retrouver dans le bocage, on peut le retrouver en lisière de forêt, mais on le retrouve aussi dans les jardins. Il aime bien squatter les bâtiments, les maisons. Voilà, et je pense que il est assez plastique et fréquente un certain nombre de milieux. Repasse audio pour le héros. Et quels sont diffusés? Alors c'est assez compliqué, mais à l'époque, on avait testé plusieurs bandes avec des cris d'alerte, avec des cris de contact. Là, on était plutôt sur un cri de contact cette année qui visiblement n'a pas fonctionné. Donc, je pense qu'on va essayer de diffuser d'autres sons pour essayer de voir ce qui répond le mieux. Mais la première fois on l'avait testé, c'était un melting pot de plusieurs bandes sonores, voilà, et où on avait eu des résultats notamment sur le Pays d'Auray. Alors oui, enfin, on y a réfléchi, mais on n'a pas poussé la réflexion plus loin. Mais effectivement, ça fait partie des options. On a notamment suivi la sortie d'une des publications sur les vocalises des micro-mammifères. Et effectivement, l'héros a des cris assez intéressants qui pourraient peut-être effectivement être captés par des enregistreurs type SM2. Voilà, pour l'instant, on n'a pas, comment dirais-je, travaillé là-dessus, mais c'est une des pistes et ça fait tout l'intérêt de ce genre de rencontres et de vos questions pour nous aider à imaginer d'autres solutions. Alors, quels agencements, espacements? Alors, c'est assez compliqué. Donc là, c'est uniquement pour la partie le code. Peut-être que mon collègue Franck pourra répondre en complément. Pour le moment, ça reste un petit peu flou et on a du mal à encore être sûr et certain de l'espacement et l'agencement sur les pièges et tubes capteurs d'indices, voilà, pour avoir des. Donc c'est en cours. On va refaire des tests et je pense que d'ici 3 ans, on pourra avoir un protocole bien précis avec ces questions d'espacement et d'agencement à vous proposer.